vous chanter une chanson, donc est-ce que je la chante maintenant ou à la fin? Maintenant? Oui! Demain, ça va être parfait. Alors, Demain, c'est bon. merci beaucoup à tout le monde d'être venu, les auteurs, mes collaborateurs, la famille, les amis, pour fêter l'événement de ce livre qui sort, L'invité surprise du G7, que j'ai écrit finalement l'année dernière. Paul, c'est là. Voilà, c'est bien, ça marche bien. Alors écoutez, en fait, quand je suis rentré dans le restaurant tout à l'heure, en fait, j'ai eu une pensée pour quelqu'un qui n'est plus avec nous, mais je voulais lui faire un petit coucou, puis ceux qui la connaissent auront cette même pensée-là. J'aurais aimé ça que Francine soit là. En fait, Francine, c'est une collaboratrice qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, puis en fait, on est tous très tristes de l'avoir perdue. Voilà. Ensuite, concernant effectivement ce livre-là, je voulais faire un petit jeu avec vous parce que je trouve que l'invisibilité, c'est un sujet qui est assez amusant. Avez-vous déjà songé à l'invisibilité et à ce que ça peut produire de pouvoir? Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et puis je voulais vous poser la question à vous, que feriez-vous exactement? La question que vous a posée tout à l'heure Marie-Louise. Par exemple, Rachel, toi, si tu étais invisible, qu'est-ce que tu ferais de cette invisibilité-là maintenant? J'en profiterais. Je veux pas vous faire honte non plus, là, fait que j'en profiterais. Pourquoi faire? Tu vas aller cacher dans les toilettes des gars. Je pense que j'irais me cacher dans la chambre de hockey, ouais, des Canadiens. C'est ça, ok. Et puis, Camilla, toi, tu ferais quoi? Je pense que je profiterais pour peut-être aller chercher de l'information qu'on ne peut pas avoir en tant des fois que personne, pour aller m'en servir si fait plus tard, d'une façon ou d'une autre. Ok, donc une quête en vue de progresser, quelque chose comme ça. Je pense que Alors en fait, c'est amusant que tu dises ça parce que la plupart des gens que j'ai questionnés sur le sujet de l'invisibilité, en règle générale, c'est pas compliqué. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire des magasins de luxe pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer là. Et puis ils veulent finalement abuser de ce pouvoir-là. Mais en règle générale, ils oublient un truc. C'est qu'en fait, quand vous êtes invisible, mais il faut que vous soyez tout nu. Parce que finalement, si vous êtes habillé, on va voir que vos vêtements, mais on ne verra pas votre corps. Alors j'imagine par exemple Rachel dans le vestiaire des joueurs de hockey. Bon, bah écoute, tu serais nu au milieu des joueurs, sans savoir si un jour tu vas réapparaître ou pas. Tu vois. Donc, Tu prends le risque, hein? Julie, Tu prends le C'est un risque. risque calculé. c'est ça, exactement. Donc en fait voilà, alors tout a commencé l'année dernière, c'était donc au mois d'août. On est parti en vacances au manoir Richelieu et puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis Justin Trudeau venait juste d'annoncer finalement que le G7 aurait lieu à ce moment-là. Et puis lorsqu'on est revenu de vacances, j'avais vraiment beaucoup aimé le manoir et puis Charlevoix. Quand on est revenu, je me suis mis à écrire ce bouquin-là. Et puis finalement, bizarrement, ça s'est mis à sortir tout seul. Assez bizarre, comme un des auteurs, on parle des fois d'inspiration du moment. Ça a été vraiment ça, parce que mon dernier bouquin est remonté à 2002, puis il n'y avait plus rien qui venait. Donc là, bizarrement, avec cette visite-là, ça s'est mis à ressortir comme ça. Puis j'ai pensé à ce personnage qui, un matin, se réveille et ne se voit pas dans le miroir alors qu'il sort de la douche. Alors, contrairement à toi, Camilla, en fait, sa première idée, à lui, qui est plutôt un homme effacé, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de famille, vraiment quelqu'un d'assez isolé, sa première idée, c'est de faire les magasins. Donc, comme il aime les montres, comme moi, en fait, il décide d'aller voler quelques belles montres. Et puis, finalement, une fois qu'il a assouvi ce désir un petit peu de luxe, il va vouloir se venger de quelques patrons malveillants qui lui ont porté préjudice lorsqu'il était plus jeune. Et s'habituant petit à petit à sa condition, parce qu'il évolue entièrement nu, on est en plein été, lui il est invisible, donc il est tout nu dans la rue. Et ce qui est difficile dans sa situation, c'est qu'en fait, il ne sait pas d'où vient ce pouvoir d'invisibilité qui vient lui tomber dessus. Donc il ne sait même pas si ça va durer, c'est-à-dire peut-être qu'il va réapparaître tout à coup à poil dans le IGA voisin. Ça il ne le sait pas. Donc en tout cas pour l'instant il est invisible et puis il décide de se venger de quelques patrons malveillants, puisque figurez-vous, il en existe certainement quelque part. Et donc le voilà qui se venge, alors gentiment, il leur fait plus de peur que de mal, mais il se retrouve un petit peu pris dans un engrenage parce qu'il est maladroit. Et lorsqu'on est maladroit, on attire l'attention du monde, et là en l'occurrence, il attire l'attention de la police de Montréal, de la CIA, du journal de Montréal, et puis d'autres personnes dont il ignore l'identité. Et bon an, mal an, il avance dans cette histoire
avec pas mal de rebondissements, de gens qui le traquent. Finalement, il se retrouve dans une situation dans laquelle il ne se serait jamais initié de lui-même, mais les événements font qu'il s'y retrouve coincé. Et puis, il décide, parce qu'il commence à y avoir des morts, c'est ça qui est amusant dans l'histoire aussi, et donc il décide de se livrer à une haute autorité, et il pense se livrer donc à Justin Trudeau, en tout cas pendant le G7 à la Malbaie. Et c'est ce que je disais encore il y a quelques jours, le 8 juin, oui, vers minuit et demi, 1h du matin, George Delson, puisque c'est son nom, entrera dans le manoir Richelieu en plein G7 sans être vu, et quand il en sortira, il sera le maître du monde. Alors c'est amusant parce que la semaine dernière, quand je répondais aux questions de la journaliste de Charlevoix, j'employais le futur. Et là maintenant, je suis obligé d'employer le passé parce que finalement le G7 il est terminé. Et puis le personnage est bien entré et bien ressorti aussi. Alors vous découvrirez comment, ça n'a pas été évident, mais en tout cas il en est sorti. Et puis maintenant je vais tâcher de préparer la suite puisqu'il y a 2 volumes qui devraient suivre. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire finalement de ce bouquin-là que vous allez pouvoir lire et puis vous me direz ce que vous en pensez. Puisque c'est une intrigue un peu policière, mais de science-fiction aussi, puisqu'on a un gars qui est invisible, et puis finalement on va découvrir à un moment donné que c'est pas un super pouvoir, c'est plus une infirmité, parce que dans le fond, lui, ce qu'il préférait, c'est redevenir visible comme tout le monde, puis dans le fond, le super pouvoir, c'est juste d'être un être humain normal, quoi. Donc, et puis de savoir comment piloter cet être humain normal qu'on est. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Je sais pas comment c'est. Comment? J'ai quel mandat lundi? Ah non, il n'y a pas d'envoi de mandat cette semaine. Ouais. Mais l'inspiration du personnage, parce que j'imagine qu'il va faire plein de choses, est-ce que c'est des choses, bon, parce que vous aimez les montres, mais la plupart des choses, c'est ce que vous auriez fait? Ben, en fait, je ne sais pas. En fait, j'y ai réfléchi, mais c'est vrai que bizarrement, cette histoire d'invisibilité, ça vous donne quand même un pouvoir gigantesque. Donc, il faut savoir quoi en faire. Et la plupart des gens que j'ai questionnés, finalement, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire les magasins et puis abuser de ce pouvoir-là. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a personne qui m'a dit, moi, j'utiliserais ce pouvoir-là pour faire le bien. Mais en même temps, c'est difficile de savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas des fois parce qu'on a des exemples, sous les yeux. Même au niveau de la politique et du G7, des fois. C'est pas plus tard que cette semaine. Je sors de chez moi. J'ai un petit lac devant chez moi et il y a des mouettes et des canards. Et en fait, je vois ces mouettes et ces canards qui se battent pour rien, là, avec leur petit cerveau qui est gros comme ça. Et en fait, je me dis, mais c'est marrant parce que des fois, dans la politique, la première élite, comme on appelle, bah, ils font pareil en fait. Alors que le cerveau est beaucoup plus gros, mais en fait, ils agissent de la même façon. Alors, c'est pour ça que dans le fond, j'ai bien aimé l'accolade entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau, un petit peu là, quand ça a commencé le G7. Mais d'un autre côté, l'histoire que je raconte, vous n'en avez pas entendu parler puisque c'est une histoire de fiction. Mais dans le fond, j'en discutais avec ma femme encore, qui est là-bas, Isabelle, ce matin. Dans le fond, vous savez, dans tous ces événements-là, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Et puis dans le fond, ce qui s'est passé avant la réunion, puis après la réunion dans le couloir, on n'en sait rien. Tout ce qu'on a vu, c'est la partie visible de l'iceberg. Et le gros morceau, on ne le voit pas. Il y a tellement de coups possibles, enfin, c'est extrêmement complexe. Donc, en fait, c'est difficile de savoir où est le bien et le mal aujourd'hui. Franchement, moi, personnellement, j'ai du mal à le voir. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont corrompues que finalement, j'ai vraiment du mal à l'imaginer où est le bien. Mais visiblement, il est bien quelque part, puisque j'apprenais il n'y a pas longtemps qu'il n'y a jamais eu autant d'associations humanitaires aujourd'hui dans le monde. Donc ça veut dire que c'est quand même le bien qui domine, mais effectivement, un pouvoir comme celui-là, ce qu'on en fait, c'est vraiment pas évident. Il y en a qui se livreraient tout de suite à la police pour dire aidez-moi, mais il y en a d'autres qui certainement mijoteraient toutes sortes de plans pour s'enrichir. Et finalement, je veux dire, aujourd'hui, c'est la nouvelle religion. Hein. Donc, mais que vous ayez 100 millions sur votre compte ou 3 milliards, c'est la même vie. Hein. Donc, c'est un peu complexe. Ouais. Oui. Du point de vue tu fouilles vraiment dans toi-même. Ouais. À quel âge tu as commencé à désirer être invisible? Ah, moi, j'ai jamais désiré être invisible. Hein. Non. En fait, c'est pas. J'ai jamais eu de désir d'invisibilité, moi. Mais c'est, tu sais, comme on est
moi j'aime beaucoup le cinéma. Alors on va beaucoup au cinéma, il y a beaucoup de séries, on voit plein de trucs, on voit des choses qui ne sont pas possibles, d'autres qui sont possibles. D'ailleurs, concernant l'invisibilité, si vous tapez recherche sur l'invisibilité sur Google, vous allez voir que le CNRS en France ou d'autres grands instituts de recherche font des recherches là-dessus, et même si ça paraît fou, obtiennent des résultats. Donc en fait, on va y arriver à un moment donné à la fameuse cape d'invisibilité d'Harry Potter. Finalement, hein, ça prendra peut-être du temps, mais visiblement, visiblement, c'était un beau pas bon mot, mais invisiblement, ça a l'air de fonctionner. Mais... Non, mais vous voyez, en fait, c'est pas que moi je voulais être invisible, mais en fait, c'est le côté révélateur de cette invisibilité-là, de voir sans être vu, par exemple. Et comment ça peut être un révélateur de la personnalité de chacun. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des gens que j'ai interrogés, finalement, ce qu'ils veulent faire, c'est piquer des trucs. C'est piquer des trucs et accuser les autres. Donc c'est assez rigolo, finalement. Il n'y en a aucun qui m'a dit, ben, regarde, moi, je vais réfléchir à comment je pourrais utiliser ça pour faire progresser telle cause, parce que ça me tient vraiment à cœur et je voudrais qu'elle progresse. Non, 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 non. À chaque fois, c'est toujours le même truc. Ah ben moi, je me piquerais des voitures, moi, je piquerais ci, je piquerais ça. Donc c'est assez marrant parce que ça révèle quand même quelque chose de triste, quelque part. D'avoir un pouvoir pareil, hein, qui implique des responsabilités gigantesques et de vouloir s'en servir comme ça. Il y a mieux à faire que ça, finalement. Oui. C'est drôle parce que ça amène à réfléchir, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. C'est la première fois que tu réfléchis, toi, c'est ça? Ben oui, ça me fait bizarre. Ah, c'est bizarre, hein? On prend une gorgée de bière. Là, savoir, les personnages, j'ai commencé déjà à lire les 2 premières pages de tout je l'ai acheté. Où ont été tes inspirations pour créer tes personnages? Bon, tu sais, les montres et tout ça, on te reconnaît, là. Mais sinon, bon, je sais pas que Olivier a une vie très isolée, là, mais l'homme de Griffintown, tu sais, Ah, ok. Ouais, c'est comme. Par contre, c'est l'affaire. Ouais, mais moi, j'ai des amis, là, quand même. L'homme de Griffintown, en fait, ça vient de l'idée que le livre de Wells, L'homme invisible, hein, le best-seller en question, en fait, le personnage s'appelle Griffin. Tu vois, donc en fait, lorsque j'ai écrit ce bouquin-là, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil que le personnage vienne de Griffintown, finalement, parce qu'il s'appelait Griffin. Alors je croise les doigts parce que le meilleur ami de Griffin dans L'homme invisible s'appelle Marvel. Donc je croise les doigts. Ben oui. Voilà, on verra. Bonne question. Monsieur Michaud nous a rejoint. Merci Marc d'être venu. D'autres questions? Oui. Le volte-face qui s'est passé hier à la Malbaie, est-ce qu'il avait été prévu dans le livre? Non. Non, par contre, je ne peux pas vous dire, je peux pas. Vous savez, sur le livre, c'est marqué, vous ne devinerez jamais qui s'est invité au G7. Et en fait, j'ajouterais que quelquefois, un invité surprise peut en cacher un autre. Alors retenez juste ça, puis lorsque vous l'aurez lu, on en reparlera. Mais non, en fait, le volte-face, non, puis c'est quand même, disons-le, c'est quand même un drôle de bonhomme. C'est quand même assez étrange. Alors j'ai entendu que finalement, c'est Trudeau qui s'est mal comporté, puis qu'il a poignardé dans le dos. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû répéter, mais dans le fond, hier, quand on redescendait de Rivière-du-Loup, on est tombé sur un journal, c'était marqué « Tout ça pour ça ». Et puis en fait, j'ai trouvé ça assez vrai quand même, parce que dans le fond, l'actualité, c'était le plastique dans l'océan qui est d'une gravité épouvantable, bien sûr, et puis également, c'est l'éducation des femmes ou le traitement égalitaire des femmes dans la société, qui est super important aussi. Alors, et je me dis, c'est 2 sujets qu'on connaît très bien, on est tous soucieux de ça, on fait attention à ça. D'ailleurs, moi je crois que j'ai plus de femmes que d'hommes dans mon bureau, donc on se soucie un petit peu des hommes à un moment donné aussi. Et puis en fait, je me disais, est-ce qu'on a dépensé, je crois que c'est 600 millions pour finalement que la tribune ce soit ces 2 sujets-là. Alors c'est pour ça que dans le fond, je me disais peut-être que après les réunions ou tôt le matin avant les réunions, ils se parlaient d'autre chose. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si c'est juste pour ça, c'était peut-être pas nécessaire, quoi. Oui.
parce que je suis en train de lire qu'il y a une trilogie, donc tu deviens moderne, c'est bien, mais ça nous oblige d'en acheter 3 ou 4. C'est ça. C'est encore fait en tournée. Ouais, non, mais tu vas être à fond, tu vas voir. Marc, il est stratégique. Non. Ah, c'est ça, ouais, 5%. Non, mais en fait, côté auteur, et je sais que il y en a plusieurs qui sont là. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire des bouquins, il y a eu 2 bouquins de nouvelles avec Québec-Amérique, un éditeur en France qui s'appelait Tous les cas. Et puis il y a eu des bouquins d'économie sur les sujets de l'Europe, parce que j'aimais bien ces sujets-là. Et je m'étais essayé au roman, sauf que je n'y arrivais pas, parce que, c'est super difficile de tenir le lecteur pendant toutes ces pages-là, et puis de faire en sorte que les arcs narratifs fonctionnent finalement, que ça marche, que la mécanique fonctionne. J'y ai été essayé, ça avait été une catastrophe, et d'ailleurs, j'ai une anecdote pour vous, les auteurs, parce qu'à l'époque, quand j'avais écrit un premier roman, le hasard de mon métier avait fait que j'avais rencontré Michel Tournier, qui est l'auteur, qui est le prix Goncourt, un autre prix super important de littérature en France. Et en fait, j'avais eu la mauvaise idée de lui faire lire mon manuscrit. Mais je m'entendais bien avec lui. Il m'avait répondu c'est vraiment pas bon, ça t'apprendra à donner ton manuscrit à n'importe qui. J'avais trouvé ça vraiment excellent, quoi. Donc il était vraiment sympa. Ouais. Mais est-ce que ça signifie qu'à la fin de ce premier volume, on va arrêter sur notre fin? Parce que j'ai une solution contre cette modernité un petit peu ridicule. C'est qu'avant, on faisait des bouquins de 400 pages. Là, je vois que le tien en a 147. T'en aurais fait un de 400 pages, tu nous aurais invité l'année prochaine, je mettais 10 piastres de plus, mais au moins j'aurais eu le suspense jusqu'au bout. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas facile. Je sais pas comment les auteurs écrivent, mais je crois qu'on a tous notre façon de faire. Moi, par exemple, si vous voulez, j'ai du mal à écrire plus que 3h30 de suite. Non, c'est l'année prochaine. Et en fait, je faisais ça le samedi et le dimanche. C'était vraiment, et donc là j'étais vraiment content, mais le faire en 3 morceaux, oui, à la fin ça fera quelque chose de plus important, mais pour moi, le plus important c'était que ça fonctionne, que l'histoire fonctionne. Et puis au départ, ce que je veux faire, puis je m'en cache pas, moi je veux faire du cinéma. Donc en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit, donc je travaille là-dessus. Tout comme on voyait avec Marie-Louise qu'on obtenait pas mal de résultats, elle vous l'a dit, hein, moi je suis quelqu'un qui lâche jamais rien. Donc en fait, je lâcherai pas tant que je n'aurai pas signé un contrat. Mais ma question surtout, c'est est-ce qu'il y a une fin en soi, la fin de celui-ci? Tu meurs ce soir, on reste pas sur notre fin. Il faut le lire pour ça. Non, il faut que tu le lises. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je t'aime beaucoup. Je veux pas que tu meurs ce soir. Mais si tu me dis qu'il y a une fin pour qu'on comprenne, je ne commencerai pas à le lire. Ben, tu feras comme tu voudras. Oh, je ne veux pas le dire. Il ne veut pas le dire. En tout cas, vous verrez bien en lisant ça. En tout cas, merci à tout le monde d'être venu. Là, je n'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, là. Même si je l'espérais, j'ai eu des fleurs. Merci. Donc Martin, le graphiste, sera sanctionné puisqu'il n'est pas là. Une augmentation pour tous ceux qui est venu. Un grand merci à tout le monde. Et puis ça va me faire super plaisir de vous mettre un petit mot dans votre bouquin et puis d'avoir votre avis dans quelques jours lorsque vous l'aurez lu. Merci beaucoup tout le monde. Donc, à partir de maintenant, Marcus sera en session médicale. Ça se passe juste ici.